Bonjour, je suis Laurent Monassier, professeur de pharmacologie au sein du département universitaire de pharmacologie, addictologie, toxicologie et thérapeutique de la faculté de médecine, maïeutique et des sciences de la santé de Strasbourg. Dans cette troisième vidéo de notre cours de pharmacologie générale, nous allons nous intéresser à la pharmacocinétique. La pharmacocinétique s'intéresse à étudier le circuit du médicament dans l'organisme, c'est-à-dire comment le médicament est absorbé, transporté, diffuse dans les organes, comment il est métabolisé, comment il est éliminé. Et la pharmacocinétique s'intéresse aussi à des interactions médicamenteuses qui touchent à la pharmacocinétique. La pharmacocinétique étudie donc les effets de l'organisme sur le médicament. Donc on ne s'intéresse pas ici du tout à l'effet thérapeutique. Elle va aborder la circulation du médicament de sa porte d'entrée qui va dépendre de la voie d'administration du médicament, vers la sortie, en passant par la diffusion vers le site d'action. Alors pour schématiser la pharmacocinétique, on a déterminé un sigle, ADME, pour absorption, distribution, métabolisme et élimination, c'est-à-dire les 4 grands événements qui se produisent lorsqu'un médicament est administré à un individu. Alors schématiquement, on les sépare. On dit le médicament il est d'abord absorbé, puis se distribue, puis il est métabolisé, puis il est éliminé. En réalité, lorsqu'un médicament se distribue, il est entre autres distribué vers des organes qui réalisent son métabolisme, ce qui veut dire que le métabolisme et l'élimination se produisent en même temps qu'un médicament se distribue dans les organes, comprenant entre autres l'organe cible. Alors si on veut raisonner la pharmacocinétique, la voie la plus compliquée est la voie orale. Je me permets donc ce petit rappel d'anatomie pour vous dire que lorsque vous prenez un produit par voie orale, il va tomber dès la bouche dans votre tube digestif, la bouche faisant partie du tube digestif, se terminant à l'anus. Lorsque ce médicament est dans votre bouche, une partie peut être directement résorbée en traversant la muqueuse de la cavité buccale, mais la grande majorité du produit est avalé, tombe dans l'estomac, puis va dans l'intestin grêle, puis le côlon. Vous savez probablement, grâce à vos études de physiologie, que l'intestin grêle est l'organe principal d'absorption des médicaments et de l'alimentation. Cet intestin voit son sang drainer vers le foie, au moyen d'un énorme vaisseau qui s'appelle la veine porte. Alors lorsqu'on prend un médicament par voie orale, la première chose qui peut lui arriver, c'est de sortir directement, traverse le tube digestif, et vous le perdez directement à l'extérieur. Du médicament peut être résorbé, rentré dans votre organisme, et là il arrive dans le foie. Dans le foie, il peut être éliminé par métabolisme. Ensuite, il sort du foie, rejoint la veine cave inférieure, et par là les cavités cardiaques droites, puis le poumon. C'est tout le sang que vous voyez en bleu sur la partie gauche du schéma, de la diapositive. Une partie du médicament peut être éliminée par voie pulmonaire. Il y a des choses, vous savez, qu'on excrète par voie pulmonaire, comme l'alcool par exemple, ce qui permet de faire des alcotests sur l'air expiré. Ensuite, le médicament revient vers le cœur gauche, d'où il est envoyé dans la circulation générale par l'aorte. C'est là que le médicament peut se distribuer, aller dans les organes cibles. Ici, on a représenté le cerveau, mais il y en a bien entendu d'autres. Parmi ces organes cibles, vous voyez que certains vont assurer le métabolisme, et qu'il y a un retour sanguin vers le foie. Le médicament peut aussi aller dans le rein, puis il peut aller partout dans l'organisme. Donc le médicament doit d'abord être absorbé, il peut être éliminé avant d'arriver dans la circulation sanguine générale, en particulier artérielle, pour se distribuer. Et lorsqu'il se distribue, il va diffuser dans les organes, dont les organes cibles, mais aussi dans des organes de métabolisme. Alors on va voir les différentes étapes maintenant de manière schématique, les unes après les autres. Alors tout d'abord, l'absorption. Eh bien l'absorption, comme je le disais tout à l'heure, dépend de la porte d'entrée du médicament. Et on peut administrer un médicament avec ou sans une aiguille.
Les voies d'administration qui traversent la paroi du tube digestif sont dites entérales, entérales comme intestinales. C'est-à-dire tout ce qu'on va prendre par les deux portes d'entrée du tube digestif que sont la voie orale et la voie rectale. Alors en voie orale, on peut prendre des sirops, des comprimés effervescents, des comprimés orodispersibles, des gélules, des comprimés à libération prolongée. On verra un tout petit peu plus loin pourquoi on a toutes ces formes de médicaments. La voie rectale, ce sont des suppositoires ou des liquides. Alors attention, certains médicaments ne sont pas prévus pour aller dans tout votre organisme. Ils sont prévus pour avoir un effet qui reste strictement limité au tube digestif. Il y a ainsi des médicaments laxatifs, des pansements intestinaux, des antiseptiques qui restent uniquement dans le tube digestif. Ce qui veut dire que vous les prenez par voie orale et le produit traverse tout le tube digestif et ressort à 100%. Et puis il y a des voies d'administration qui court-circuitent le tube digestif. C'est ce qu'on appelle des voies parentérales parce qu'elles se passent de l'intestin. Ces voies qui court-circuitent n'utilisent pas forcément une aiguille. On peut en avoir sans aiguille. On a des voies transmuqueuses. Voie orale, si vous laissez fondre un comprimé dans la cavité buccale, eh bien une partie du principe actif va pouvoir traverser la muqueuse de votre cavité buccale et là tomber directement dans votre circulation sanguine. On a comme ça des voies vaginales, des voies transcutanées, au travers de la peau, sous la forme de patchs qu'on colle, ou des crèmes qu'on applique sur la peau et qui diffusent de manière générale dans votre organisme, qu'on appelle des diffusions systémiques. Alors c'est différent de voies d'application locale sur la peau, j'y reviendrai juste après. Et puis on a des voies parentérales avec aiguille, injection sous-cutanée, on pince la peau, on injecte en dessous, injection intramusculaire, dans l'épaule, le quadriceps, la fesse, voie intraveineuse. Administration locale, avec pour objectif d'avoir un médicament très concentré là où on veut traiter. Par exemple sur la peau pour une pathologie cutanée, dans l'œil pour une pathologie oculaire, dans l'oreille, dans le canal rachidien, autour de la moelle en péridurale, des infiltrations articulaires par exemple, ou une injection locale dans un organe. Donc finalement on a des voies entérales, parentérales et des voies locales. Attention aux voies locales, dont certaines diffusent en systémique. On a ainsi beaucoup de crèmes à application cutanée qui vont avoir des effets généraux sur tout l'organisme, même si, à la base, elles sont prescrites pour un effet local. Alors en d'autres termes, pour un médicament, il faut trouver la voie. Lorsqu'on va faire une administration orale, le produit va devoir se dissoudre dans l'intestin, dans la lumière intestinale. Puis traverser la paroi intestinale, c'est ce qu'on appelle la résorption. Il pourra d'ailleurs, en rencontrant les cellules de la paroi intestinale, être métabolisé. Après, il tombe dans la veine porte, rejoint le foie, où il peut être là encore métabolisé, puis il rejoint la veine cave, le cœur droit, puis le poumon. J'ai mis entre parenthèses et en italique le métabolisme, puisqu'il y a bien un métabolisme pulmonaire, mais qui concerne peu de médicaments. Ensuite, le médicament arrive dans le cœur gauche, puis dans l'aorte, et c'est là qu'il peut se distribuer. Donc vous voyez que pour une voie orale, dans le A de ADME, il y a beaucoup de choses. Il y a la dissolution, la résorption, le métabolisme. Lors d'une administration systémique, avec comme caricature la voie veineuse, le produit tombe directement dans la veine cave, par l'intermédiaire d'une veine par exemple du bras, donc arrive dans le cœur droit, croise le poumon, même discours que pour la voie orale, et cœur gauche. Donc vous voyez que lorsqu'on fait une administration intraveineuse, on a court-circuité toute une série de phénomènes. Ce qui pour certains médicaments peut être tout à fait important, parce que lorsqu'un médicament est énormément métabolisé dans le foie, eh bien on va être obligé quasiment systématiquement de l'administrer par voie intraveineuse. L'absorption, c'est donc pour une voie orale, la dissolution plus la résorption étant la traversée des parois, plus l'effet de métabolisme lorsque le médicament rencontre l'organe qui le métabolise pour la première fois. Et on a vu sur la diapo précédente que les 3 organes qui pouvaient assurer un effet de premier passage sont la paroi intestinale, le foie et le poumon.
Cette absorption est en pharmacocinétique caractérisée par ce qu'on appelle la biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est la quantité de médicaments que vous administrez qui va être disponible pour son effet thérapeutique. La biodisponibilité absolue, c'est la comparaison d'une voie, quelle qu'elle soit, autre qu'intraveineuse, à la voie intraveineuse qu'on assimile à une biodisponibilité de 100% en considérant le métabolisme pulmonaire comme négligeable. Donc en gros, ça veut dire que quand on administre une dose de 1 g d'un médicament par voie intraveineuse, il y a 1 g qui est disponible pour un effet thérapeutique dans tout l'organisme. Maintenant, si j'administre ce gramme par voie orale, est-ce que la totalité de ce gramme est disponible? C'est pas sûr, il faut qu'il se dissolve dans la lumière intestinale, il faut qu'il traverse les parois, peut-être qu'une partie va être métabolisée. Eh bien, la comparaison des deux, c'est donc un ratio, donne un pourcentage. Donc par exemple, si vous avez une biodisponibilité à 80%, ça veut dire que vous en avez perdu 20%. La biodisponibilité relative, c'est la comparaison entre deux formes galéniques. Donc vous savez qu'une forme habituelle, la première sur le marché, le princeps qu'on a déjà défini dans ce cours, a une certaine biodisponibilité, qui peut être de 80%. Biodisponibilité absolue. Eh bien vous ramenez ce 80% à 100% et vous comparez une autre forme, un générique. Et vous regardez combien est disponible par rapport au princeps. L'idée étant que ce soit la même chose, c'est-à-dire que la biodisponibilité relative soit de 100%. C'est ça l'idéal, c'est qu'il y ait une même quantité du générique biodisponible par rapport au princeps. Alors en réalité, ce n'est pas tout à fait 100%, on a une petite tolérance. Et cette tolérance définit les génériques. Alors c'est important cette biodisponibilité parce qu'en pharmacologie, il y a une règle de base qui dit que l'intensité de l'effet d'un médicament est directement reliée à sa concentration sanguine. En d'autres termes, il y a une relation entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie, c'est ce qu'on appelle la relation PC-PD, ou en anglais, vous le verrez, sous le sigle PK-PD pour pharmacokinétique, pharmacodynamique. Et donc, plus il y a de produits dans le sang artériel, plus le produit va être efficace. Alors la question, c'est qu'est-ce qui peut faire varier la biodisponibilité d'un médicament? Alors si on regarde la courbe de concentration d'un médicament dans le sang en fonction du temps, vous voyez qu'il y a une première phase d'ascension qui culmine à un point qu'on appelle le Cmax, concentration sanguine maximum du produit, obtenu au bout d'un certain temps qu'on appelle le Tmax, temps maximum nécessaire pour obtenir le Cmax. Et à partir de ce Cmax, le produit va disparaître du sang. Il disparaît du sang parce qu'il se distribue dans les organes et parce que nous le métabolisons et l'éliminons. Ce que j'ai représenté en bleu correspond aux phases de dissolution, de résorption et d'effet de premier passage. Nous avons donc sur la phase ascensionnelle de la courbe tout ce qui finalement concourt à la biodisponibilité absolue du médicament. La dissolution, parce que moins une forme galénique est dissoute, moins bien c'est résorbé. Forme galénique, c'est la forme de présentation du médicament administré ici par voie orale. Et puis l'effet de premier passage, c'est la perte de médicament par métabolisme, lorsque le médicament rencontre l'organe qui assure le métabolisme pour la première fois. La deuxième phase, c'est la distribution et l'élimination du produit. On a donc des points caractéristiques sur cette courbe, le Cmax, le Tmax. C'est important le Cmax et le Tmax parce que vous vous rappelez que l'efficacité dépend de la concentration. Donc si vous avez un médicament que vous prenez pour une raison d'effet antalgique, imaginons que vous ayez des céphalées, eh bien vous n'avez pas envie d'attendre 3 heures. Ce serait bien que le Tmax soit à 10 ou 15 minutes. Et si possible, qu'on ait une concentration à ce moment-là efficace. Donc on va calculer une dose permettant d'avoir l'efficacité thérapeutique et, si possible, le plus vite possible. Le dernier paramètre caractéristique, c'est l'air sous la courbe ASC.
L'aire sous la courbe, c'est la surface de la courbe, concentration en fonction du temps, qui représente, pour faire simple, l'imprégnation de l'individu par le médicament. Donc quand on connaît l'aire sous la courbe, le Cmax et le Tmax, on sait à quelle vitesse le médicament agit, quelle concentration il faut pour qu'il agisse, et grosso modo, comment il est imprégné par le produit. Alors la nature des excipients, c'est-à-dire de ce qu'on met autour du principe actif, va modifier ces paramètres pharmacocinétiques. Donc les modifications du contenant galénique, du mode de fabrication ou du mode de conservation peuvent conduire à une modification de la biodisponibilité, d'où la nécessité de faire des études de biodisponibilité relative lorsqu'on met sur le marché des génériques. Et lorsque les études de biodisponibilité relative sont bonnes, on dit que le générique est bioéquivalent. Alors qu'est-ce qu'on accorde comme degré de tolérance pour dire qu'un générique est bioéquivalent? Eh bien, on a dit par convention que deux formes galéniques sont bioéquivalentes si il y a moins de 3% de variation de l'aire sous la courbe. Ici, j'ai écrit AUC parce que vous le verrez souvent en AUC qui veut dire Area Under the Curve en anglais. Donc ASC, AUC, c'est la même chose. Tmax, 3%, Cmax, 3%. Donc un générique est bioéquivalent si ces trois paramètres varient de moins de 3% par rapport au médicament Princeps, le premier à être commercialisé. Alors globalement, ces 3% ne posent pas de problème. Ils peuvent poser problème lorsque 3% représente une variation importante parce que 3% de variation de la concentration conduit à des différences de réponse thérapeutique. Alors il y a peu de médicaments où des toutes petites variations de concentration conduisent à des grandes différences d'effets thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle des produits à intervalles thérapeutiques étroits. Vous avez peut-être entendu parler du problème sur les génériques d'hormones thyroïdiennes. Bah oui, effectivement, des toutes petites variations de concentration des hormones thyroïdiennes peuvent conduire à un déséquilibre de traitement de la thyroïde. Donc il y a quelques médicaments concernés par ces difficultés d'emploi. Des problèmes de présentation, puisque pour certains patients, la variation de présentation d'un médicament peut conduire à des difficultés de prise. Parce que la boîte n'a pas la même couleur, parce que les blisters n'ont pas la même couleur, parce que les gélules n'ont pas la même forme, la même couleur. Et puis il peut y avoir des variations de composition des excipients, c'est-à-dire de tout ce qui entoure le principe actif, qui peut conduire à des modifications de pharmacocinétiques, mais peut-être aussi parfois des modifications de tolérance aux produits, parce que des excipients peuvent eux-mêmes avoir des effets. Alors quand je parlais de problèmes de présentation avec les génériques, voici quelques exemples. À gauche, vous avez deux ampoules injectables avec deux médicaments totalement différents. Celui de gauche est un curare. Si on l'injecte par voie intraveineuse à quelqu'un, il arrête de respirer pratiquement instantanément. Et celui de droite est un médicament qui accélère la fréquence cardiaque. Les indications sont totalement différentes, les effets biologiques et thérapeutiques totalement différents, et vous voyez quand même que les ampoules se ressemblent beaucoup. Sur l'image de droite, vous avez une collection d'antibiotiques de la même famille. Ce sont des céphalosporines. Et vous voyez que les flacons sont strictement identiques. Il y a des petits changements sur le nom, bien entendu, mais aussi sur le bandeau coloré, avec des petites différences subtiles sur le rose ou sur l'intensité du gris. Lorsqu'une infirmière est surchargée de travail, qu'elle doit s'occuper de beaucoup de malades, eh bien on peut comprendre qu'il puisse y avoir des erreurs. Alors les laboratoires fabricants des génériques ont bien entendu conscience du problème et travaillent sur leur présentation, tout en visant néanmoins à avoir des coûts les plus faibles possibles, parce que le but c'est d'avoir une marge bénéficiaire importante en faisant des génériques, alors que ces génériques ont un coût plus faible que le Princeps. Vous voyez, c'est un petit peu la quadrature du cercle et c'est bien compliqué parfois. Je vous disais aussi avant que certains excipients peuvent avoir des effets notoires. Voici la liste officielle des excipients à effet notoire
c'est-à-dire des excipients qui peuvent eux-mêmes, indépendamment du principe actif, avoir des effets biologiques. Là, on trouve des tas de choses. Par exemple, le baume du Pérou peut être pour certains sujets très allergisant. On trouve des alcools divers et variés, dont en 17 l'éthanol, qui est simplement de l'alcool. Attention à l'alcool dans les sirops pour enfants, par exemple. Le lactose, il y a des intolérants au lactose, le latex, des allergiques au latex, du potassium, qui peut modifier la kaliémie, ce qui peut poser des problèmes avec des patients qui prennent des produits modifiant eux-mêmes la concentration de potassium dans le sang. Des sulfites, il y a des allergiques aux sulfites, etc. Donc voilà le problème des excipients. Sachez que les excipients peuvent changer d'un générique à l'autre. Donc lorsqu'un patient dit « moi ça allait très bien avec le Princeps ou avec tel générique, et on m'a changé mon générique et maintenant ça va plus », eh bien c'est possible et ça peut provenir d'un excipient différent. Alors l'alimentation peut influencer sur la résorption. Et je voulais vous donner l'exemple des jus de fruits et en particulier du jus de pamplemousse. Alors nous avons dans l'intestin des transporteurs qui transportent des médicaments, qui les font passer de la lumière intestinale au côté sanguin. Et ici vous avez des entérocytes, donc des cellules de l'intestin, qui ont été marquées avec des anticorps fluorescents qui marquent divers types de transporteurs. Vous voyez qu'on trouve des jolis transporteurs marqués sur la membrane cellulaire de ces entérocytes. Alors prenons le graphique de gauche. Il s'agit de la courbe pharmacocinétique que vous connaissez bien maintenant, où on montre la concentration de ce produit qui s'appelle la fexofénadine. C'est un anti-allergique, un antihistaminique, en fonction du temps. Et on a regardé les variations de concentration, dont vous vous rappelez que la concentration est directement reliée à l'effet, en fonction du fait d'avoir pris le médicament avec de l'eau ou avec du jus de pamplemousse à différents moments. Eh bien, vous voyez, c'est la courbe en carré blanc, que si on prend la fexofénadine avec de l'eau, on a un Cmax aux alentours de 350, avec un Tmax à peu près 1 heure. Maintenant, regardez le carré noir. Eh bien, vous voyez que si on a pris le jus de pamplemousse en même temps, le Cmax tombe à moins de 200 et le Tmax à 2h30. Et l'air sous la courbe, dont je vous disais qu'elle représentait l'imprégnation de l'individu au produit, a, à vue d'œil comme ça, diminué quasiment de moitié. Ce qui veut dire que l'individu qui prend son jus de pamplemousse en même temps que son médicament prend l'équivalent de 2 fois moins de produit et n'obtiendra un effet thérapeutique significatif que vers 2h30, alors qu'avant c'était à 1 heure. Alors s'il a pris son jus de pamplemousse 2 heures avant, on a encore une interaction, c'est les triangles. Et s'il prend son jus de pamplemousse 4 heures avant, il n'y a plus d'interaction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que dans le jus de pamplemousse, il y a des molécules qui sont prises en charge par des transporteurs intestinaux. Et que ces transporteurs se trouvent être les mêmes que ceux pris par la fexofénadine. Donc quand le jus de pamplemousse utilise le transporteur, la fexofénadine doit attendre son tour. Le problème, c'est que le transit intestinal continue et que la fexofénadine s'en va. Alors, les composés qu'on trouve dans le jus de pamplemousse répondent au doux nom de bergamotine. Oui, le pamplemousse est un agrume, comme la bergamote, qui est un citron. La naringine, la naringénine, donc ce sont des molécules parfaitement identifiées qui prennent les mêmes transporteurs que des médicaments. Alors on a vu la fexofénadine, mais ici le talinolol, qui est un bêta-bloquant, c'est la même chose. Vous regardez contrôle, pris avec de l'eau, R sous la courbe, on peut prendre de 0 à l'infini, AUC 0 à l'infini, 558, et quand on le prend avec du Ruby Red pamplemousse, eh bien vous voyez que l'AUC 0 à l'infini tombe à 259, c'est-à-dire plus de moitié moins. Donc le sujet reçoit moitié moins de bêta-bloquant, qui est un produit utilisé pour protéger le cœur. Alors par contre, regardez, avec le jus de pamplemousse blanc, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. C'est assez amusant. Alors voici des interactions autour de la résorption. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le foie. Alors dans le foie, il y a des phénomènes qui sont ce qu'on appelle l'induction et l'inhibition enzymatique. Alors l'inhibition enzymatique, c'est lorsqu'on prend un médicament qui inhibe
les enzymes du foie. Donc vous imaginez bien qu'il y a un médicament, tout se passe bien, on prend un deuxième médicament, on inhibe le métabolisme hépatique et donc potentiellement on peut s'intoxiquer avec le premier médicament qu'on prenait. Je vais juste vous illustrer l'induction enzymatique qui est un phénomène différent, c'est l'inverse. Un traitement induit les enzymes dans le foie. Ici on s'intéresse à la courbe pharmacocinétique d'un immunosuppresseur utilisé pour éviter des rejets de greffe d'organes, c'est le sirolimus. Et on fait la courbe pharmacocinétique, concentration en fonction du temps du sirolimus seul et du sirolimus après 6 jours de rifampicine chez des volontaires sains. Sirolimus seul, c'est la courbe rond noir, et sirolimus avec rifampicine, courbe rond blanc. Alors à vue d'œil, vous vous dites, oh, il ne se passe pas grand-chose, sauf que la représentation est semi-logarithmique et qu'on voit très bien que le Cmax sirolimus plus rifampicine est à 10, 20, on est à 20 à peu près, et avec sirolimus seul, on était à 40. C'est-à-dire que le Cmax diminue de moitié. Le Tmax ne bouge pas, mais vous voyez que si les courbes sont parallèles avec un Cmax qui diminue de moitié, c'est-à-dire que l'air sous la courbe diminue de moitié. Et donc l'individu, tout se passe comme s'il recevait 2 fois moins de sirolimus. C'est grave, il peut rejeter son organe. Donc c'est une interaction qui est bien connue et qui a été décrite pour la première fois avec des contraceptifs, puisqu'on s'est rendu compte que des femmes qui avaient la tuberculose et qui prenaient de la rifampicine tombaient trop souvent enceintes avec leur contraception. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la rifampicine induisait dans le foie les enzymes qui catabolisent, détruisent les contraceptifs oraux. Alors il n'y a pas 36 solutions, hein. Je crois que la meilleure c'est de changer de système de contraception et de passer sur un dispositif intra-utérin pour éviter d'avoir des interactions médicamenteuses sévères avec ce type d'interaction. Alors il s'agissait là d'une interaction médicamenteuse claire, mais ça existe aussi avec la phytothérapie. Donc ici on a fait une association entre millepertuis, une plante dont on a déjà parlé, et un médicament utilisé pour dormir qui s'appelle alprazolam. Et vous voyez qu'on a à peu près le même aspect de courbe qu'avec l'interaction précédente, c'est-à-dire que lorsqu'on prend du millepertuis, appelé aussi la décoction de Saint-Jean, ou St. John's wort, eh bien la courbe pharmacocinétique de l'alprazolam est très en dessous de la courbe en absence de millepertuis, ce qui veut dire que le millepertuis provoque la destruction de l'alprazolam. Donc voilà qu'on prend cette jolie fleur jaune qu'on achète en phytothérapie et qu'on provoque chez soi une interaction médicamenteuse qui là est tout à fait importante. Alors on a vu le A pour absorption, on a vu les phénomènes métaboliques qui peuvent intervenir dans l'effet de premier passage. On va s'intéresser maintenant à la distribution. Alors, la distribution, c'est d'abord le transport sanguin du médicament et la diffusion tissulaire. Alors un médicament dans le sang circule sous forme libre et sous forme liée à des transporteurs. Ces transporteurs peuvent être les éléments figurés du sang, peuvent être des protéines circulantes. Seule la forme libre d'un médicament diffuse, la forme liée au transporteur est en quelque sorte séquestrée dans le sang puisque le transporteur ne diffuse pas dans les tissus. Si c'est une grosse protéine comme l'albumine, elle reste dans le sang. Donc la forme libre du médicament va pouvoir diffuser, elle pourra diffuser en particulier dans le tissu cible où elle exercera ses effets. Ensuite, lorsque la concentration du médicament baisse dans le sang, le médicament peut ressortir du tissu cible. Alors ça, c'est le cas idéal où un médicament n'irait que dans le tissu cible. Malheureusement, il va dans d'autres organes, comme des organes de stockage, le tissu adipeux, le tissu osseux. Il peut se fixer de manière non spécifique sur des tas de protéines, et puis peut aller dans des organes assurant son métabolisme, et pouvant d'ailleurs relarguer le médicament métabolisé vers le sang. Donc voilà un petit peu comment un médicament est en équilibre entre son transport sanguin et les tissus vers lesquels il peut diffuser. Alors tous les médicaments ne sont pas transportés, certains sont exclusivement dans le sang sous forme libre, et donc d'autres sont transportés. Donc c'est variable d'un produit à l'autre. Lorsque certains médicaments sont transportés, eh bien on peut assister à des interactions médicamenteuses sur les sites de transport.
Voici l'interaction médicamenteuse qui provoque le plus d'accidents médicamenteux tous les ans en France. Il s'agit d'un patient qui est traité par un médicament anticoagulant qui s'appelle antivitamine K. On ne va pas s'intéresser à son mode d'action, ça n'a aucun intérêt. Retenons que c'est un anticoagulant. Cet anticoagulant est en très grande majorité transporté sur des protéines plasmatiques, en l'occurrence sur l'albumine. L'effet thérapeutique de l'antivitamine K repose sur une toute petite proportion libre du médicament qui va agir dans le foie, peu importe. Eh bien, voici un patient qui décide de se traiter en automédication par un anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple de l'ibuprofène. Il se trouve que l'ibuprofène se fixe sur l'albumine exactement au même endroit que l'antivitamine K. J'ai représenté le cas extrême où l'anti-inflammatoire déplace tout l'antivitamine K. Or, comme seule la fraction libre du médicament diffuse, ici dans le foie, eh bien tout d'un coup, on se retrouve avec une concentration libre massive de l'antivitamine K, avec un effet anticoagulant majeur, risquant de provoquer un accident hémorragique. Donc c'est une interaction extrêmement sévère, extrêmement fréquente, que tous les malades doivent savoir, que malheureusement beaucoup ne connaissent pas, donc il faut la rabâcher. Il y a peu d'interactions significatives sur l'albumine, mais ça c'en est une. Donc on a vu A, D. Voyons maintenant le métabolisme. Alors le métabolisme, c'est d'abord et essentiellement le métabolisme hépatique. Le foie, c'est l'organe principal de métabolisme de notre alimentation, et c'est d'ailleurs pour cela que la nature l'a positionné comme réceptacle de tout le flux sanguin en provenance de l'intestin. Donc lorsque l'on digère, toute notre alimentation passe par le foie, et le foie va détoxifier notre alimentation. Alors, il se trouve qu'en fonction des régions du globe où on est né, où on a grandi, où on mange, eh bien l'alimentation est variable. Et comme elle est variable, l'évolution a sélectionné des enzymes hépatiques un peu différentes d'un endroit du globe à l'autre. Il y a donc des variations interindividuelles importantes qu'on range sous le terme de pharmacogénétique, c'est-à-dire l'effet de la génétique sur la réponse aux médicaments et ici sur le métabolisme des médicaments. Alors nous sommes tous différents et j'ai pris un exemple qui est le métabolisme de l'alcool. Eh bien, l'alcool, clairement, est métabolisé de manière variable d'un individu à l'autre. Et cette différence de métabolisme crée des différences de réponse à l'alcool. Vous savez qu'il y a des gens qui supportent bien l'alcool et d'autres pas du tout. Eh bien, c'est parce que on n'a pas tous les mêmes enzymes. Alors, il se trouve que les enzymes s'induisent, et le mythe selon lequel il y a de l'entraînement à l'alcool est vrai, puisque le fait de boire régulièrement conduit à l'induction des enzymes qui métabolisent l'alcool. Sinon, on peut s'intéresser à un médicament qui est la codéine. La codéine est un médicament opioïde qu'on trouve dans le pavot. C'est un produit d'origine naturelle et qui est un produit métabolisé par le foie par une enzyme qui s'appelle le CYP2D6, cytochrome P450-2D6. Ce métabolisme conduit à la formation de morphine. La morphine, c'est un antalgique, c'est aussi un dépresseur respiratoire, c'est son effet indésirable sévère. Eh bien, il existe schématiquement 4 types de personnes. Des métaboliseurs ultra lents, des rapides et des ultra rapides. Ce qui veut dire que la conversion de la codéine qui n'est pas active en morphine varie de 5 à 30% dans la population. Il y a donc des individus qui sont peu répondeurs à la codéine et d'autres qui sont hypersensibles. Il faut le savoir, ça permet de choisir les doses. Par exemple, un ultra rapide bénéficiera de doses plus faibles de codéine. A l'inverse, un ultra lent va avoir besoin de plus de codéine pour avoir la dose de morphine dont il a besoin, par exemple s'il a des douleurs. L'élimination se fait par le foie, les enzymes hépatiques avec excrétion hépatobiliaire dans la bile, qui retourne vers le tube digestif, où le foie renvoie dans la circulation sanguine des produits qui sont ensuite éliminés par le rein. La fonction rénale est absolument majeure dans l'élimination des médicaments, et beaucoup d'intoxications médicamenteuses proviennent d'une insuffisance rénale qui est apparue de manière récente sans qu'on l'ait observée. C'est le cas en particulier du sujet âgé, avec une fonction rénale qui se déséquilibre à cause des diurétiques ou à cause d'une déshydratation.
Les facteurs qui influencent la clairance, c'est-à-dire l'élimination rénale des médicaments, sont nombreux. L'âge, puisque la fonction rénale diminue progressivement avec l'âge. Le volume sanguin, puisque la fonction rénale dépend strictement de la façon dont le rein est perfusé. Si le volume sanguin baisse, la perfusion rénale diminue et donc l'élimination rénale des médicaments diminue. C'est le cas aussi des saignements. Les protéines plasmatiques, puisque lorsque les protéines plasmatiques diminuent leur concentration, la quantité de médicaments libres augmente et donc l'élimination rénale des médicaments augmente. La perfusion rénale en cas d'insuffisance cardiaque, lorsque le cœur est insuffisant, les reins sont mal perfusés, ce qui peut conduire à des intoxications médicamenteuses. Il y a donc ici là un lien direct avec la pression artérielle lorsqu'elle est trop basse. Et puis il y a beaucoup de médicaments qui dépriment la fonction rénale. Les anti-inflammatoires dépriment la fonction rénale. L'aspirine, l'ibuprofène. Donc attention, grand signal de danger des anti-inflammatoires chez le sujet âgé parce qu'ils peuvent déprimer la fonction rénale, augmenter l'effet de médicaments. Et beaucoup de sujets âgés ont des diurétiques, donc augmenter l'effet des diurétiques. Et on crée comme cela un cercle vicieux d'auto-intoxication par les médicaments. C'est fondamental, beaucoup d'accidents iatrogènes pourraient être évités si on faisait attention à ce type d'interaction. Et ceci termine la troisième partie de ce cours.